Mesdames et messieurs, bonsoir, 15 h au Caire, à l'heure de notre journal en langue française et tout de suite les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'adresse à la nation à l'occasion du 52e anniversaire de la victoire d'octobre. Des délégations du Hamas, d'Israël et des États-Unis doivent entamer lundi en Égypte des négociations indirectes pour la libération des otages retenus à Gaza. L'ancien ministre égyptien du tourisme et des antiquités, Khaled El-Anani, est favori pour devenir le prochain directeur général de l'UNESCO pour le mandat 2025-2029. Et à la une des actualités, le président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est adressé à la nation aujourd'hui à l'occasion du 52e anniversaire de la victoire d'octobre. Dans son discours, le chef de l'État a félicité le peuple égyptien et les forces armées à cette occasion glorieuse. Le chef de l'État a souligné que la paix durable devait être basée sur la justice et non la force militaire. Il a remercié le président américain Donald Trump pour le plan qu'il avait proposé pour mettre un terme à la guerre à Gaza. Il a toutefois ajouté qu'une paix équitable n'aurait pas lieu sans l'établissement d'un État palestinien indépendant aux frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. À l'occasion des glorieuses victoires d'octobre, le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité sur ses pages officielles le peuple égyptien et ses valiantes forces armées. Le président el-Sisi a écrit que nous rappelons avec fierté l'esprit de détermination et d'unité qui a fait la gloire et a protégé la nation. Alors que la région traverse aujourd'hui une phase historique critique et témoigne d'intenses efforts pour instaurer la paix, l'Égypte réaffirme sa position ferme. Une sécurité et une stabilité durable ne peuvent être obtenues que par une paix juste et globale, fondée sur les principes de la légitimité internationale, garantissant les droits légitimes du peuple palestinien frère et ouvrant les perspectives illimitées à la coexistence pacifique et à la coopération entre tous les peuples de la région. La première dame d'Égypte, Mme Intisar el-Sisi, a félicité le peuple égyptien à l'occasion de la victoire d'octobre. Dans un message publié sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, Mme Intisar el-Sisi a salué les âmes des martyrs et les héros de la guerre d'octobre. Elle a ajouté que le souvenir d'octobre nous inspire l'essence du sacrifice et de l'appartenance qu'on doit ancrer dans l'esprit de nos enfants. La première dame a souhaité que la patrie demeurait une forteresse invincible grâce à sa jeunesse. Des délégations du Hamas, d'Israël et des États-Unis doivent entamer aujourd'hui en Égypte des négociations indirectes pour obtenir la libération des otages détenus à Gaza et mettre fin à près de 2 ans de guerre dans le territoire palestinien. Ceci intervient alors que l'armée israélienne a poursuivi ses frappes sur Gaza, faisant plus de 60 morts samedi et 24 dimanche selon la défense civile. Les négociateurs du Hamas, d'Israël et des États-Unis doivent se réunir dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh en Égypte à la veille du 2e anniversaire de la guerre israélienne contre le Hamas. Près d'une semaine après avoir présenté un plan de paix pour le territoire palestinien ravagé par l'offensive israélienne, le président américain Donald Trump a mis la pression sur les négociateurs. Il les a appelés à avancer très rapidement, faisant état de premières discussions très positives ce week-end avec le Hamas, en amont des discussions en Égypte où il a dépêché son émissaire Steve Witkoff et son gendre Jared Kushner. Annoncé le 29 septembre, le plan américain à la base des négociations prévoit un cessez-le-feu, la libération dans les 72 heures des 47 otages détenus, le retrait par étapes de l'armée israélienne de Gaza et le désarmement du groupe Hamas. Le Hamas, au pouvoir à Gaza depuis 2007, a fait savoir dimanche qu'il était désireux de mettre fin
fin à la guerre et d'entamer immédiatement le processus d'échange d'otages et de prisonniers avec Israël. Pour sa part, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé l'envoi lundi de ses négociateurs à Sharm el-Sheikh, où le négociateur en chef du Hamas, Khalil el-Hayya, est arrivé dimanche soir. Le Hamas exige qu'Israël suspende toute opération militaire et de surveillance aérienne dans l'ensemble de la bande de Gaza et se retire de Gazaville. En parallèle, lui et ses alliés mettront fin à leur opération militaire. Malgré les appels de M. Trump à un arrêt immédiat des bombardements, l'armée israélienne a poursuivi ses frappes sur Gaza, faisant près de 60 morts samedi et 20 dimanche. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann David Wattfull, a qualifié les positives des tentatives en cours pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza depuis son déclenchement il y a 2 ans. Le chef de la diplomatie allemande a déclaré qu'il ne s'agit plus seulement d'un cessez-le-feu, mais de parvenir à une solution politique viable, ajoutant qu'Israéliens, Palestiniens et Arabes échangent actuellement des idées sur la manière de poursuivre les mesures prises dans la bande de Gaza. Et en Syrie, des comités locaux ont désigné une partie des membres du premier parlement de l'ère post-Assad dans un processus critiqué pour sa manque de démocratie, le tiers des membres étant nommé par le président intérimaire Ahmad al-Shara. La liste définitive des noms sera annoncée aujourd'hui. 2 provinces du nord-est de la Syrie sous contrôle des Kurdes, ainsi que cette majorité druze de Souaïda, théâtre de récentes violences, sont exclus du processus. 32 sièges sur 210 resteront ainsi vacants à l'issue de cette consultation dans laquelle les femmes sont sous-représentées. Le futur Parlement, dont le mandat renouvelable est de 2 ans et demi, comptera 140 membres désignés par des comités locaux formés par la commission électorale nommée par Shara et 70 nommés par le président intérimaire. La coordinatrice humanitaire des Nations Unies au Soudan, Denise Brown, a renouvelé son appel à la fin de la guerre. La responsable de l'ONU a qualifié la ville d'El-Fasher, dans le sud-ouest du Soudan, d'épicentre de la crise humanitaire, soulignant la nécessité d'atteindre des civils à El-Fasher. Elle a noté que le nombre de personnes dans le besoin au Soudan a dépassé les 30 millions et que le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays a dépassé les 10 millions. Le Premier ministre français Sébastien Lecornu a présenté ce matin sa démission à Emmanuel Macron, moins d'1 mois après sa prise de fonction. En proie à l'instabilité depuis la dissolution de l'Assemblée nationale décidée par le chef de l'État en juin 2024, qui n'a pas permis de dégager de majorité, la France s'enfonce un peu plus dans la crise politique qui inquiète les milieux économiques et financiers. 27 jours après sa nomination, Sébastien Lecornu devient le Premier ministre le plus éphémère de l'histoire de la Ve République, fondée en 1958. Fidèle d'Emmanuel Macron, réputé fin négociateur, nommé pour tenter de composer un 3e gouvernement en 1 an, il a devancé l'implosion annoncée de sa fragile coalition gouvernementale. L'ancien ministre égyptien du tourisme et des antiquités Khaled El-Anani est favori pour devenir le prochain directeur général de l'UNESCO pour le mandat 2025-2029, en succession à la française Audrey Azoulay lors du vote du conseil exécutif qui aura lieu ce lundi à Paris. La candidature d'El-Anani a été soutenue par l'Union africaine au mois de février et juillet de l'année dernière, 2024, au mois de juillet de l'année courante, ainsi que de la part de la Ligue arabe au mois de mai 2024. El-Anani, 54 ans, est en finale face au Congolais Firmin Edouard Matoko, 69 ans, un diplomate de carrière au sein de l'UNESCO depuis 1990, après le retrait de la candidate mexicaine Gabriela Ilion Ramos Patino en août dernier. Depuis l'annonce de sa candidature en avril 2023, El-Anani a reçu le soutien de la Ligue arabe, de l'Union africaine et de plusieurs autres pays asiatiques et européens, dont notamment la France, l'Espagne et l'Autriche. El-Anani a sillonné 65 pays
et fait plus de 400 rencontres durant ses 30 mois de campagne. Le vote de lundi par le Conseil exécutif de l'UNESCO, composé de 58 États membres, est généralement décisif car la nomination officielle ne sera formellement prononcée que lors de la conférence générale le 6 novembre en Ouzbékistan. Professeur d'égyptologie à la faculté de tourisme et d'hôtellerie de l'université Helwen depuis 1993, Khaled El Aneni est titulaire d'un doctorat obtenu en France. Il a été décoré chevalier de la Légion d'honneur par la France le 2 septembre dernier après avoir occupé des fonctions importantes en Égypte, dont celle de ministre des Antiquités de 2016 à 2019 et de ministre du Tourisme et des Antiquités de 2019 à 2022. Son expérience exécutive, marquée par l'inauguration de plus de 20 musées, le positionne comme un gestionnaire capable de diriger l'UNESCO. Il a articulé son programme autour de plusieurs priorités, la promotion de la diversité culturelle, le comblement du fossé scientifique et technologique et l'établissement des valeurs de paix et de justice pour construire des ponts entre les peuples. Ces objectifs sont en parfaite adéquation avec la stratégie de l'UNESCO pour la période 2022-2029 qui cible notamment l'Afrique et l'égalité entre les genres tout en relevant les défis posés par les technologies numériques, la désinformation et les conflits. La recherche autour des hormones de régulation de l'appétit figure en bonne place dans les prévisions des experts pour le prix Nobel de médecine lundi, qui ouvre le bal des récompenses philanthropiques. Des détails. Les chercheurs de grandes institutions américaines pourraient à nouveau tirer leur épingle de jeu lors des Nobel scientifiques, médecine, physique, chimie, annoncés à Stockholm, mais les coupes budgétaires décidées par Donald Trump vont probablement alimenter le débat sur le risque d'affaiblissement de la recherche américaine à moyen terme. À l'heure où plus d'1 milliard de personnes souffrent d'obésité, la recherche sur l'action de l'hormone dite glucagon-like peptide 1, GLP-1, pourrait être distingué par le Nobel de médecine lundi à Stockholm. GLP-1 est au cœur des traitements contre l'obésité très prisés de grands laboratoires pharmaceutiques. Comme souvent, nombre de chercheurs ont contribué à cette découverte, souligne-t-il, citant les médecins danois Jens Juul-Holst, Université de Copenhague, et Joel Hubner, Harvard, mais également l'endocrinologue canadien Daniel Drucker et la chimiste américaine Svetlana Majsov. Dans le même champ de recherche, les travaux sur la gréline, hormone stimulant l'appétit, pourraient valoir un Nobel à deux chercheurs japonais, Genzi Kangawa et Masayasu Kajama, estime David Pendlebury, chef du service d'analyse au sein du cabinet Clarivita. Ce serait une belle conclusion à une autre découverte faite en 1994 par Jeffrey Friedman, qui a découvert le rôle d'une autre hormone de la satiété, la leptine. L'an dernier, le Nobel de médecine avait été décerné aux Américains Victor Ambros et Gary Ruvkun pour leur découverte des micro-ARM, nouvelle classe de molécules ARN, minuscules jouant un rôle crucial dans la régulation de l'activité des gènes. Mesdames et messieurs, c'était la fin de notre journal. Merci de votre attention et bonne soirée.